Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. La démarche scientifique va au-delà des apparences. Elle révèle le cachet. Comprendre, c'est d'abord comparer. On isole, on abstrait, pour ensuite recoller les morceaux et obtenir une image, un modèle. Cependant, plus une théorie se veut générale, plus elle est séduisante pour tout expliquer, mais moins elle explique. Et plus une théorie est globale, plus elle risque de tomber dans les bras de l'idéologie. La soif, par exemple, de la cause unique, conduit généralement dans les bras du naturalisme, ce dernier étant une des expressions antiscientifiques de l'idéologie dominante. Or, le naturalisme continue de contaminer la pensée sociologique. L'explication naturaliste choisit la biologie du moment pour s'actualiser ad nauseam. Le psychologisme, le biologisme, l'idéalisme sont les trois mamelles de l'idéologie dominante. L'idéalisme pose que les idées, les valeurs, déterminent l'organisation sociale, que cette origine soit immanente, la nature, ou transcendante, le ciel des idées. L'attribution de valeur à la nature n'étant que la projection au sol des idées platoniciennes. Or, les valeurs sont le fait des sociétés. L'idée que les valeurs auraient leur source en dehors de la société est antiscientifique. Si les valeurs ont une fonction dans la hiérarchie, c'est en tant qu'elles la reflètent et la justifient. De même, chercher à expliquer une actualité sociale par une origine, c'est se condamner à spéculer. C'est prendre le risque de projeter la culture de notre société dans notre objet d'étude. À contre-courant de ces pseudo-approches scientifiques, qui n'expliquent rien mais justifient l'ordre social, c'est parce que le marxisme privilégie l'histoire, le construit social, la culture sur la nature, que Delphi s'en réclame. Pourquoi donc parler de féminisme matérialiste, et non d'un féminisme marxiste? Car Christine Delphi prend certaines distances avec les analyses marxistes de l'époque au sujet des femmes. Le point de vue marxiste a été représenté par une ligne élaborée en dehors du mouvement féministe. En termes théoriques et stratégiques, cette ligne est insatisfaisante, centrée sur les conséquences de cette oppression pour le prolétariat. Plus largement, l'extrême gauche y va à reculons et tente de ramener l'oppression des femmes à la lutte anticapitaliste. Et ironie du sort, les organisations révolutionnaires sont sur des positions réformistes quand il s'agit de lutter pour émanciper les femmes. Le matérialisme repose en partie sur l'analyse des antagonismes sociaux, les classes étant définies par leur place dans le process de production. Concernant les femmes, on nommait de procéder justement à une analyse de classe. L'oppression des femmes est vue comme une conséquence secondaire à la lutte de classe. Encore plus problématique, les études de stratification sociale déterminent la position de classe de la famille par le statut socio-économique du chef de famille. La profession, indice universel de la position de classe, est dans le cas des femmes remplacée par un critère, l'alliance. Or, le fait de ne pas avoir de profession constitue en soi une position spécifique. La position propre des femmes n'est donc pas traitée comme une situation économique. Les femmes sans emploi ne sont pas prises dans un rapport social capitaliste. Elles occupent cependant une place dans la production. La communauté de classe du couple permet de minimiser les rapports de dépendance dans le couple. Il y a toujours une confusion entre classe au sens d'un rapport de production et le milieu social. Quand on dit que la femme appartient à la classe du mari, on sort d'une analyse marxiste. À partir de 1969, plusieurs essais paraissent à travers le monde et tentent d'appréhender l'oppression des femmes sur des bases matérielles. Ces essais se concentrent sur la place spécifique des femmes dans la production. Ils constituent l'embryon d'une analyse féministe fondée sur des principes marxistes. Ils montrent que la famille est le lieu d'une exploitation économique, celle des femmes. La science économique étudie classiquement ce qui produit de la valeur abstraite. Cette valeur est un rapport social, elle naît de l'échange. Mais il ne suffit pas que le produit soit échangeable dans l'abstrait, il faut qu'il soit concrètement échangé. Cette définition met volontairement de côté les apports de Bernard Friot concernant les nouvelles pratiques de la valeur. Pratiques qui émergent avec les conquêtes historiques du prolétariat. La perception ordinaire oppose dès lors économie et famille. Delphi se propose de sortir de cette vision réductrice en faisant de la famille un lieu économique. La non-valeur marchande ne signale pas l'absence d'activité économique, mais la présence d'une économie autre. Avec l'industrialisation, tout un tas d'activités domestiques sont maintenant effectuées en dehors de la maison.
Ces activités qui étaient autrefois effectuées gratuitement sont devenues productives. Elles sont inscrites dans la comptabilité nationale, le PNB. La production familiale se restreint donc à présent au travail ménager et à l'élevage des enfants. La famille est alors avant tout un lieu de production où, qu'importe si la production vise l'autoconsommation ou le marché, les individus occupent des places différentes. Sortir cette unité de production qu'est la famille d'une vision homogène, la famille comme la fusion égalitariste des membres qui la constituent, est crucial pour observer concrètement les dominations économiques qui s'exercent en son sein. Et le constat est sans appel. Toutes les sociétés actuelles, y compris socialistes, reposent, pour l'élevage des enfants et les services domestiques, sur le travail gratuit des femmes. Cette commune situation constitue le socle de ce que Delphi appellera la classe des femmes. Classification que la plupart des marxistes de l'époque lui refuseront. Sans tomber dans la sociologie des chiffres, quelques faits nous serviront à illustrer cette domination économique des hommes sur les femmes. En 1958, les femmes mariées sans enfants fournissaient, en moyenne, 35 heures de travaux domestiques, 52 heures pour les femmes ayant un enfant, 70 heures pour les femmes avec 3 enfants. Vers 1900, l'appropriation de la force de travail par le mari est si absolue que même le salaire de la femme lui appartient. Et jusqu'en 1965, le mari peut s'opposer au fait qu'elle travaille à l'extérieur. Abrogée depuis, la femme a récupéré en droit une partie de sa force de travail. Se vendre sur le marché du travail la soumettant à une autre forme d'exploitation, celle du rapport social capitaliste. Elle échappe dans le même temps, et en partie à l'exploitation de son mari. Mais le travail extérieur ne la dispensant pas du travail domestique et de l'élevage des enfants, avec l'accession des femmes au marché du travail, on ne peut plus soutenir l'idée que le travail domestique est effectué contre une quelconque forme d'entretien. La domination économique exercée sur les femmes apparaît dans toute sa brutalité. Enfin, nous pouvons convoquer l'institutionnalisation de l'exploitation familiale avec la création, en France, du statut d'aide familiale. Toutes les femmes mariées, 80% des femmes, sont donc soumises à cette exploitation. Les chances sont si fortes pour qu'une femme se marie que presque toutes les femmes sont vouées à entrer dans ce rapport de production. Les femmes subissent des pressions culturelles, relationnelles, matérielles, qui les poussent vers le mariage. Et même si ce n'est pas vécu subjectivement comme tel, cela peut être mesuré objectivement par la différence de niveau de vie entre l'état de célibat et l'état de mariage. Le mariage est un lieu d'exploitation, mais reste encore la meilleure carrière. La précarité liée au célibat exerce une pression pour le remariage. Le niveau de vie après divorce chute de 40% pour les femmes et monte de 70% pour les hommes. Car la réalité est la suivante. Le mariage avec un homme possédant peut élever le niveau de vie d'une femme. Cependant, il ne la fait pas rentrer dans la classe du mari, puisqu'elle ne possède pas elle-même les moyens de production. Les femmes de bourgeois, dont le mariage se termine, deviennent en général salariées pour gagner leur vie. Elles deviennent concrètement les prolétaires qu'elles étaient virtuellement. La femme bourgeoise exploiteuse est un mythe. En 1970, en France, 5 900 000 femmes sont intégrées à la production capitaliste, dont 5 160 000 en tant que salariées. Seulement 11 000 appartiennent à proprement parler à la classe capitaliste. Les régimes matrimoniaux et les pratiques d'héritage, interdisant l'accès à la propriété des moyens de production, la majorité des femmes patrons sont filles uniques ou veuves. L'accession à la bourgeoisie par les femmes est structurellement rendue impossible. Ce qui nous amène à évoquer un autre aspect fondamental du travail de Delphi, la transmission du patrimoine et les pratiques d'héritage. Là où la sociologie traditionnelle met uniquement l'accent sur l'hérédité des positions sociales, Christine Delphi met au contraire l'accent sur la non-hérédité entre enfants. Le patrimoine est un moyen de transmission du statut social. La société se reproduit par la perpétuation des groupes qui la composent. L'existence des groupes dépend de leur occupation par les individus et de leur remplacement. La transmission héréditaire permet l'existence des groupes, l'intégration des individus dans ceux-ci. C'est une modalité qui permet aux groupes de se reproduire, mais il en existe d'autres. Tirage au sort, vote, examen. Il s'agit donc d'une construction sociale jamais étudiée comme telle, puisque naturalisée. Il existe une norme. Tout autre héritier que les enfants doit se justifier.
Pour la population, cette norme n'est qu'une loi naturelle que le code ne fait qu'entériner. Les études de mobilité sociale sont un des seuls champs d'études empiriques de classe. Comment est mesurée la mobilité sociale? On compare la position d'un individu au moment de son entrée dans la vie active, avec la position de son père en fin de carrière. Le mouvement mesuré est donc la mobilité intergénérationnelle et non la mobilité individuelle. L'hérédité de statut est un postulat de départ. L'individu est supposé débuter sa carrière là où termine celle de son père. Ces études partent du principe que l'hérédité joue uniquement dans le sens d'une stabilité. L'héritier occupe mécaniquement la position sociale du père. L'hérédité n'aurait aucun impact en interne sur les groupes. Ces études traitent les enfants comme s'ils étaient égaux face à l'héritage. Or, l'héritage est souvent fondé sur l'inégalité. Les femmes sont plus ou moins exclues de la majorité des systèmes. Par ailleurs, là où l'on trouve une répartition égalitaire, on en conclut abusivement à une égalité totale entre enfants. Pourtant, le problème saute immédiatement aux yeux. Que le partage soit égalitaire ou non, le père n'a qu'une position à céder. Cette position ne peut être partagée. Il ne faut donc pas confondre héritage et succession. La succession se concentre sur un enfant en particulier. C'est la succession de la position sociale. L'existence d'un seul successeur implique celle de non-successeurs. Qu'advient-il des non-successeurs? Ils sont énormément pénalisés. Les femmes sont donc exclues systématiquement de la succession, mais pas de l'héritage. On en arrive alors à observer le phénomène suivant. Les enfants nés dans une même classe sont distribués dans des classes différentes. Comme nous l'avons vu, la position sociale des femmes étant déterminée par leur alliance, elles sont considérées comme appartenant à la classe de leur mari. Cette approche contribue ainsi à invisibiliser, encore une fois, la position réelle occupée par ces dernières, même quand il s'agit d'étudier l'héritage des positions sociales et la mobilité qui en découle. Ce qui se dégage de toutes ces observations, c'est un phénomène social d'une ampleur conséquente. La pratique de la succession empêche les femmes d'accéder à des rôles clés dans le processus de production capitaliste. Elle constitue une des contraintes objectives qui incitent les femmes au mariage. Une fois mariée, la femme fournit un travail gratuit pour le compte de son mari. Si elle tente de rompre avec cette situation, elle est vouée à la précarité et à l'élevage des enfants, situation qui la pousse, encore une fois, à envisager le mariage comme solution du moindre mal. Les rapports de production domestique sont confortés par le marché capitaliste du travail. Réciproquement, la transmission patrimoniale conforte les rapports de production capitalistes. Ce destin désenchanté transcende les classes. Femmes de bourgeois comme femmes de paysans ou de prolétaires sont vouées à être dominées économiquement par la classe des hommes. D'autres phénomènes sociaux mériteraient notre attention. Par exemple, l'accession inégalitaire à la consommation au sein même du foyer. Tout ça concourt d'un système d'organisation de la domination économique des femmes. Ce système d'exploitation domestique constituera pour Delphi un mode de production parallèle au capitalisme. Là aussi, les marxistes de l'époque rejetteront cette appellation. Christine Delphi refuse en conséquence le caractère solitaire et totalisant du mode de production capitaliste. Le système où l'on vit est décrit comme hétérogène. Désigner comme capitaliste tout élément de ce système lui paraît absurde. Delphi appelle de ses vœux à compléter son analyse, afin d'articuler la distribution des individus dans les deux systèmes, et ce pour pouvoir lutter efficacement. Passé ça, il faut veiller à ne pas amalgamer ce mode de production domestique avec le patriarcat. Il en constitue une des expressions, un de ses fondements matériels, mais il n'épuise pas la notion. Son ancrage partiel dans le mode de production domestique le rend relativement autonome vis-à-vis du capitalisme. Lutter contre le capitalisme ne suffira pas. Et c'est en étudiant ces réalités avec précision que l'on pourra fonder matériellement l'articulation des luttes anticapitalistes et antipatriarcales. Découvrir le chemin à emprunter fait partie de la lutte. Le matérialisme hérité de Marx, en tant que système le plus développé pour appréhender scientifiquement les réalités humaines, doit nous accompagner dans cette tâche. C'est une approche exigeante qui nécessite un long travail. Débusquer l'idéologie dans ses moindres recoins n'est pas chose aisée. Par son hétérodoxie, Delphi ne renoue-t-elle pas avec les fondements de l'analyse marxiste? On pourra bien entendu discuter de certains points, mais son travail a le mérite de tenter de raccrocher le réel. À la manière d'un intellectuel tant décrié tel que Bernard Friot, ne part-elle pas de la situation concrète?